C'est l'heure des informations sur la RTDS. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, une nouvelle attaque de la secte islamiste Boko Haram au Nigeria. Plus de 100 personnes ont été enlevées ce dimanche dans le nord du pays. Et puis le Cuba et les États-Unis se rapprochent l'un de l'autre avec la libération des prisonniers des deux pays. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour vous informer. D'abord, l'actualité en page nationale. L'artiste de la chanson togolaise Afia Mala aux côtés des élèves de Vaughan. Sa fondation Vie et Vivre était hier à Sapé dans la préfecture de Vaud pour faire un don de vivres aux élèves de l'école primaire publique de la localité. Hors des studios et loin des micros, Afia Mala se rapproche des enfants de Sapé, une localité située à quelques kilomètres de Vaughan. L'artiste de la chanson togolaise, avec sa fondation Vie et Vivre, fait un acte humanitaire en offrant des vivres à ses apprenants de l'école primaire publique de Sapé. Pour elle, il y a besoin de rendre heureux les enfants. Tous les enfants de la terre ont besoin de la joie, ont besoin de vivre, ont besoin un petit peu de quelque chose. Et c'est pour cela que chaque année, nous essayons de faire venir ici Papa Noël et avec la collaboration de Vie et Vivre afin qu'on puisse distribuer ces vivres de riz, des biscuits, des bonbons, des jouets, des sifflets. Vous entendez là? Regardez comment ils sont en joie, ces enfants. Regardez comment ils sont heureux. Chaque année, on distribue des kits scolaires à chaque enfant. Et ce qui motive les parents, à tel point qu'à Sapé aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un enfant qui est à la maison qui ne va pas à l'école. Les bénéficiaires, eux, témoignent donc leur gratitude aux donateurs pour ces différents kits. Quand on reçoit un cadeau chez quelqu'un, on doit d'abord le remercier. Et ce matin, j'étais très fier, très content d'avoir Madame Afia Mala à mode école. Je suis très content avec le groupe des enseignants. Nous sommes très contents ce matin, très ravis même. Je pense que la démarche de notre Afia Mala a changé beaucoup de choses dans notre école ici. Il nous a encore promis de construire un autre bâtiment l'année prochaine. Je lui souhaite une bonne année 2015. La fondation Vie et Vivre a déjà réaménagé ce centre éducatif et ce don de vivre à ses élèves vient témoigner son engagement à redonner la joie de vivre aux enfants. Hors du Togo, tout le monde peut participer à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Au Burkina Faso, certains artistes de la chanson l'ont démontré et leur canal de sensibilisation est donc une composition musicale. Le but est d'inviter les uns et les autres au respect des mesures préventives. All Against Ebola, c'est le titre du single d'un groupe d'artistes burkinabés. Convaincus que le pays peut être à tout moment touché par cette épidémie, ces artistes se sont réunis autour de l'association Jeunesse Consciente pour sensibiliser les populations. Chanté en français et en langue locale, ce single n'a qu'un seul objectif, sensibiliser la population dans le but de prévenir la maladie. La musique qui passe à la radio peut être anodine. Elle passe comme ça, mais à travers ce bref passage de 3 minutes, voire un peu plus, il y a un message qu'on peut distiller. Et pour nous, ce message-là distillé, pendant ce moment que l'auditeur ou les téléspectateurs prend pour un instant d'évasion, de divertissement, si pendant ce laps de temps, on peut profiter, sensibiliser les populations, nous pensons que ça peut être idéal. Cette maladie continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Mais ces artistes affichent en cœur leur optimisme quant à son éradication. Et à travers mes paroles, j'appelle tout et chacun de faire attention à cette maladie, à respecter les règles d'hygiène et à éviter certaines pratiques funéraires parce qu'on est en Afrique et surtout à éviter de voyager dans les zones les plus touchées par Ebola. Depuis le début de cette épidémie, le pays des hommes intègres n'a encore enregistré aucun cas de contamination. Cependant, les autorités sanitaires ont depuis avril 2014 prépositionné des médicaments et des consommables dans toutes les régions du pays. Le coût du plan de riposte contre l'épidémie au Burkina est évalué à plus de 13 milliards de francs CFA.
Je l'annonçais dans le titre, au Nigeria, la secte islamiste Boko Haram frappe à nouveau. Plus d'une centaine de femmes et d'enfants ont été enlevés dans le pays ce dimanche à Borno, au nord-est du pays. Et en marge de cet enlèvement, Boko Haram s'est également pris à un cortège de véhicules militaires au Cameroun. Une centaine de femmes et d'enfants, au total 185 Nigériens, ont été enlevés dimanche dans l'état de Borno lors d'un raid de Boko Haram dans un village isolé du nord-est du pays. Cette attaque a fait aussi 35 morts. Ces informations ont mis 4 jours à émerger à cause notamment de l'absence quasi totale de réseaux de téléphonie mobile et du mauvais état des routes. Goumsouri, le village attaqué, se situe sur une route menant à Chibok, la ville où le groupe Boko Haram a enlevé près de 300 lycéennes en avril dernier. 219 sont toujours détenus par ces islamistes radicaux qui les utilisent comme des esclaves. Ce jeudi au Cameroun, Boko Haram a aussi attaqué une colonne de véhicules militaires et la base de la ville d'Amchidé qu'un seul pont sépare du Nigeria. L'armée camerounaise a riposté, tuant 116 islamistes selon le ministère de la Défense qui ne déplore qu'une victime. Il faut savoir que les autorités du Nigeria comme du Cameroun ont souvent tendance à minimiser leurs pertes. Toujours au Nigeria et en rapport avec Boko Haram, 54 soldats viennent d'être condamnés à la peine capitale par une cour martiale. On leur reproche d'avoir refusé de participer à une opération contre la secte islamiste dans le nord du pays. Au Nigeria, une cour martiale a condamné à la peine capitale ce mercredi 17 décembre 2014 54 soldats accusés de mutinerie pour avoir refusé de participer à une opération contre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon leur avocat, 5 autres hommes ont été acquittés. Pour certains observateurs, ce problème s'explique par le manque d'armes et de matériel dont les troupes disposent pour faire face aux sectes islamistes. Pour autant, le Nigeria a l'une des armées les plus performantes du continent. En réalité, le Nigeria n'est pas un pays qui connaît un problème majeur de sécurité en termes de capacité militaire. C'est une des armées africaines les plus performantes en termes de budget, en termes d'entraînement, en termes de formation, en termes d'équipement. Donc, pour lutter contre Boko Haram, le Nigeria a peut-être beaucoup de moyens logistiques pour le faire. Donc, la défection ou l'incapacité de certains soldats est liée au fait que la lutte contre Boko Haram n'est pas simplement une lutte militaire. Pour certains spécialistes, le problème ne résulte pas seulement dans un déficit d'équipement militaire, il pourrait aussi être d'ordre politique. Le fait de condamner à mort des soldats qui ne seraient pas allés combattre n'est pas un bon signe parce que on risque là de provoquer une sorte de radicalisation de la part des militaires appartenant à la région du Nord. Et cela ne laisse pas envisager des perspectives pacifiques pour le pays. Je pense simplement que le gouvernement doit mettre en place un discours politique, une stratégie politique et idéologique qui permettent de rassembler l'ensemble des Nigérians et de mettre en avant la souveraineté nationale. La condamnation des 54 soldats doit être maintenant approuvée par le plus haut commandement de l'armée. Un verdict similaire avait été prononcé en septembre dernier contre 12 soldats qui avaient tiré sur leur commandant à Maïdougouri dans l'état de Borno. Nous poursuivons donc cette édition avec l'actualité hors du continent africain. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale des migrants. En France, des migrants ont manifesté dans les rues de Calais, dans le nord du pays, pour dénoncer ce qu'ils appellent le mur de la honte, une clôture mise en place pour repousser les clandestins qui veulent rejoindre le Royaume-Uni. La journée internationale des migrants ce jeudi a été marquée par une mobilisation à Calais en France. Des centaines de manifestants ont dénoncé ce qu'ils appellent le mur de la honte, une clôture du port renforcée pour repousser les clandestins qui tentent de gagner le Royaume-Uni. Les militants ont affiché une liste de 17 000 migrants qui selon eux ont péri ou disparu en traversant la Méditerranée. Le principe de la libre circulation qui est admis dans l'espace européen, il n'est pas mis en place correctement depuis des années. On installe une réponse sécuritaire dont tout le monde a vu qu'elle n'a aucun effet de dissuasion, qu'elle coûte beaucoup d'argent, qu'elle occasionne des morts en grand nombre. Et donc il est grand temps de changer parce que la pression migratoire, notamment en raison des conflits autour du pourtour méditerranéen, ce n'est pas quelque chose qui va s'éteindre demain.
À partir de janvier à Calais, des barrières vont être installées sur 2 km afin d'empêcher des migrants de monter dans des poids lourds qui embarquent sur les cars ferrés à destination de Douvres. J'ai honte d'être un humain quand je vois ça, a déclaré ce jeudi l'humoriste Guy Bedos au sujet des conditions de vie des quelques 2500 migrants vivant dans des abris de fortune à Calais. Toujours en Europe, Vladimir Poutine a donné son discours annuel. Il était donc face à 1300 journalistes russes et étrangers. Plusieurs sujets étaient au menu de cette conférence de presse. Le président russe envoie donc un message fort aux Occidentaux et aux Américains sur le dossier ukrainien. Une prise de parole très attendue. Face au plongeon historique du rouble, voici la promesse de Vladimir Poutine à ses concitoyens. Notre économie va continuer à prospérer et elle va aussi sortir de la situation actuelle. Combien de temps cela va prendre? Dans le pire des scénarios, je pense d'ici à 2 ans environ. Et je le répète encore une fois, après cela, la croissance est inévitable. Des mots rassurants, mais pas de solution concrète. Pour la première fois en 15 ans de pouvoir, Vladimir Poutine a dû se justifier et expliquer rien à voir avec ses traditionnelles conférences de presse à la gloire de la Russie. En revanche, pas question de changer de ton sur l'Ukraine, ni sur les Occidentaux qui, selon lui, se comportent en impérialistes. Ce qui se passe dans le sud-est de l'Ukraine est une opération punitive, mais elle est menée par les autorités actuelles de Kiev et non l'inverse. Ce sont les autorités de Kiev qui ont envoyé leurs forces armées vers le sud-est et utilisé des lance-missiles, de l'artillerie et des avions militaires. Une réponse cinglante aux dirigeants occidentaux qui ces derniers jours ont multiplié leurs appels au président russe. Devant les députés du Bundestag, Angela Merkel a rappelé la nécessité d'une Ukraine souveraine. C'est à la Russie d'accepter notre offre de dialogue sur la base des valeurs de paix durable en Europe. Et tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif, les sanctions resteront inévitables. Et pendant que Vladimir Poutine s'exprimait devant des milliers de journalistes, l'Union européenne adoptait de son côté de nouvelles sanctions. Sanctions interdisant tous les investissements européens ainsi que les croisières dans la péninsule ukrainienne de Crimée. Le bras de fer aura duré plus d'un demi-siècle. Américains et Cubains sont finalement d'accord et se rapprochent l'un de l'autre. Barack Obama et Raúl Castro ont mis fin à plus de 50 années de relations tendres, ceci à travers des gestes de bonne foi de part et d'autre. Voici le retour des héros de l'anti-impérialisme, retransmis en direct par la télévision cubaine, sur fond de musique solennelle. 14 ans depuis leur inculpation pour fait d'espionnage aux États-Unis, que l'île communiste attendait ça. Ils sont arrivés sur la terre patrie. Mais cette triple libération, en échange de l'américain Alan Gross, était suivie et vécue aussi en direct de l'autre côté, aux États-Unis. Todos somos americanos. Nous sommes tous américains. Le président Obama s'est félicité ainsi du rapprochement diplomatique entre les deux pays, avec à la clé de nouvelles relations économiques. Mais ce rapprochement est vécu comme une trahison par une bonne partie des exilés cubains qui ont fui le régime communiste. Et les républicains, désormais majoritaires dans les deux chambres au Congrès, et rejoints par certains élus démocrates, menacent de bloquer toute mesure trop favorable à Cuba. Nous aurions préféré des promesses pour plus de démocratie, des élections libres et la libération de prisonniers politiques, des prisonniers cubains, et non celle d'Alan Gross dans cet arrangement. Pour les républicains proches des milieux anticastristes de Miami, il s'agit plutôt d'une victoire historique de la diplomatie cubaine, alors que les autorités de la Havane ne promettent aucun changement d'ordre idéologique. Reste que selon un sondage publié par l'Université de Floride, ces réticences des exilés cubains pourraient bien être générationnelles. Si les plus de 65 ans restent majoritairement opposés à la levée de l'embargo, les plus jeunes, eux, y sont plutôt favorables. Un rapprochement, oui, mais cet accord entre Américains et Cubains est loin d'être synonyme de fin d'embargo qui pèse sur le Cuba. Il faut dire que c'est depuis 1962 que les relations se sont détériorées entre les deux pays. Je vous propose donc un retour sur cette histoire dans cet élément. Avec cet avion abattu au-dessus de la baie des Cochons, les relations entre Cuba et les États-Unis partent en fumée. Nous sommes le 16 avril 1961. Piloté par la CIA, le débarquement de 1000 exilés cubains pour renverser Fidel Castro est un fiasco.
le leader Maximo scelle la rupture pour mieux embrasser l'ère soviétique. Un an plus tard, il héberge à Cuba les missiles soviétiques braqués sur les États-Unis. Les photographies des avions espions U-2 arrivent sur le bureau de John Kennedy. Durant 13 jours, cette crise des missiles a failli faire basculer le monde dans une guerre nucléaire. Fidel Castro est l'ennemi de l'Amérique sur le continent américain. Pendant 30 ans, Cuba est la tête de pont du soviétisme sur le continent américain et ailleurs. Son économie est portée à bout de bras par Moscou et l'armée cubaine devient le bras armé de l'URSS pour soutenir les guérillas en Amérique latine ou en Afrique. Ni les sanctions économiques décrétées par les États-Unis, ni les tentatives d'assassinat ne vont déstabiliser Fidel Castro. Ce n'est que la fin de la guerre froide qui va fragiliser le régime cubain. Castro refuse la glasnost prônée par Mikhaïl Gorbatchev. Il s'isole avec son peuple. C'est à partir des années 90 que l'embargo américain va commencer à étrangler Cuba. Rationnement de l'essence, rationnement des vivres, des milliers de Cubains tentent de gagner l'Eldorado par le détroit de Floride. Tout est bon pour fuir. Des canaux de fortune, des bouées. L'exil n'a pas de prix, mais Fidel Castro ne cède pas. Je resterai en première ligne, mourant au combat pour défendre mon pays. Affaibli par la maladie à la fin des années 2000, Fidel Castro va finalement passer en deuxième ligne et passer le témoin à son frère Raoul. L'heure du changement, l'économie dirigée s'ouvre avec parcimonie, avec la possibilité de micro-entreprises. Mais aujourd'hui, les Cubains rêvent d'un grand bond en avant. Aujourd'hui, en rang serré, ils continuent de jurer fidélité à Fidel et Raoul. Mais pour la première fois, ils peuvent aussi crier leur joie de se rapprocher des Américains, seulement distants de 170 km, et pourtant si loin, pendant 50 ans. Nous refermons cette édition avec du 7e art. L'histoire du journaliste français François Buseau vient d'être revisitée au cinéma. Une histoire qui retrace la rencontre de ce journaliste avec Pol Pot, l'ancien chef des Khmers rouges au Cambodge. Exécuter des milliers d'autres. Mon sauveur est un bourreau, un assassin. 10 octobre 1971, un ethnologue français en mission au Cambodge est arrêté par un groupe de Khmers rouges. Accusé d'espionnage, il restera prisonnier plusieurs mois dans des conditions effroyables. Son interrogateur s'appelle Douch. Paradoxalement, ce geôlier, à qui on imputera la mort de 17 000 personnes, laissera la vie sauve aux Français. Maintenant, tu dois écrire tes aveux. J'ai pas d'aveu à faire. Alors, écris une déclaration d'innocence. Cette histoire n'a pas été inventée. Elle a été vécue par François Bizot. C'est son livre de témoignages qui est porté ici à l'écran. Il fallait trouver un ton entre film romanesque et il fallait en même temps trouver, je dirais, la justesse ou la vérité, ou donc être très réaliste. Pour restituer la réalité au plus près, Régis Varnier va tourner dans la jungle cambodgienne. Quant au comédien qui interprète François Bizot, pour être plus crédible, il va volontairement cesser de s'alimenter. Moi, j'ai dû perdre 10 kilos pendant 21 jours. Donc, ça a été une souffrance physique. Mais c'était important de rendre cette souffrance, pas qu'intellectuelle, mais également physique, qu'elle soit visible par le spectateur. Ce souci de la vérité, c'est aussi ce qui a guidé le comédien qui incarne ici Douch. On découvre avec stupeur que cet homme qui était un monstre ne haussait jamais le ton. Tu es prêt à écrire ? J'ai eu l'occasion de le côtoyer, de l'observer. Je m'attendais à voir quelqu'un d'horrible, d'effrayant. Il était comme nous, très poli, très respectueux. Évoquer une des pages les plus sanglantes de l'histoire à travers le prisme d'un face-à-face entre un bourreau et un de ses prisonniers. Régis Varnier réussit l'exploit de signer un film qui tient autant du huis clos que de la fresque historique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. Bonsoir chez vous.